Pascal Sacré, d'abord, merci d'être là, merci de faire cette interview pour Kairos. On va tout de suite rentrer dans le cœur du sujet. Donc, vous êtes médecin anesthésiste, vous travaillez depuis 17 ans dans les soins intensifs et depuis 9 ans dans le grand hôpital de Charleroi. Ouais. Et donc, en pleine période où les médias parlent de saturation des hôpitaux, vous êtes renvoyé, c'est le 20 octobre. Ouais. Expliquez-nous un peu le contexte. Voilà, donc un hôpital où je travaille effectivement depuis 2011. Voilà, 9 ans sans aucun problème médical, sans jamais avoir vu les directeurs, autrement que dans les couloirs pour leur dire bonjour. Et voilà, j'écrivais des articles et ça ne leur plaisait pas, ça ils me l'avaient déjà fait comprendre. Les mois précédents, on m'avait dit que ces articles étaient tendancieux. C'était des articles sur, notamment critiques sur la gestion politique sanitaire en Belgique, en sens large, et j'y exprimais mes opinions. C'est quelque chose qui les dérangeait, bien que je faisais ça complètement en dehors du travail, et que sur le lieu de travail, je respectais toutes les règles, même si parfois j'exprimais une opinion contre ça. Ça a été crescendo dans leur façon d'essayer de me menacer pour arrêter. On m'a menacé d'une assignation à l'ordre des médecins, donc le directeur médical a commencé comme ça. Il m'a dit qu'on allait exposer mon cas au conseil médical. Ça c'est au mois d'août, septembre de cette année. Voilà, je n'avais pas l'impression de faire quelque chose de mal, donc j'ai continué à écrire. J'ai un peu cette tendance aussi à réagir comme ça quand on me menace, en plus. Et effectivement, je n'ai toujours jamais reçu jusqu'à présent cette plainte à l'ordre. Et au conseil médical, ils ont renvoyé ça. Ils ont dit qu'on ne pouvait pas juger un médecin sur ses opinions. Donc ça a été arrêté, la procédure, entre guillemets. Et puis, j'ai commencé à écrire également sur un réseau social qui s'appelle Facebook, où finalement je mettais des synthèses, je résumais un peu les points que j'écrivais dans mes articles, et ça a peu déclenché encore plus de volonté de me licencier. Donc là, c'était 2 jours avant, ou la veille, j'ai reçu un appel de la secrétaire de direction comme quoi j'étais convoqué le mardi 20 octobre 2020 dans le bureau du directeur général et du directeur médical. Ils ne m'ont pas dit pourquoi. Et dès que je me suis assis dans le bureau, voilà, ils m'ont dit on vous licencie maintenant, vous devez rentrer chez vous, là, tout de suite. Prenez vos affaires, vous rentrez chez vous. Voilà. Et faute grave, m'ont-ils dit, sans m'expliquer ce qu'était cette faute grave. Avec le papier qu'ils avaient préparé, j'ai cru comprendre que c'était à nouveau mes opinions, mes articles, et l'expression de mes opinions, notamment sur Facebook, des posts. Donc ils ne vous expliquent pas clairement? Pas du tout. Parce que hors des médecins, faute grave qui a mené à un licenciement pour des opinions politiques? Voilà. Le directeur médical que j'ai quand même interpellé quand il m'a parlé de c'était pas une menace, il m'a dit j'ai envoyé une plainte à l'ordre des médecins. Il faut savoir qu'il est à l'ordre des médecins. C'est envoyé une lettre en fait. Et je lui ai dit, après 9 ans, après 9 ans sans problème, je suis un de vos médecins, comment vous me téléphonez pas pour me dire je vais faire ça, ou il faut, voilà, au moins me prévenir. Et tout ce qu'il a su me répondre, c'est non, ça devient trop dangereux. Si un journaliste m'interviewe ou m'interpelle, vous avez le docteur Sacré, voilà, il s'exprime. Ils ont voulu par cela pouvoir dire ah mais non, on n'est pas solidaire du docteur Sacré, et on a déposé plainte à l'ordre des médecins. C'était dans cette vraiment cas de figure. Ça fait quasiment 1 mois là. Voilà. Est-ce que vous vous êtes fait une idée sur de quoi ils ont peur en fait? Parce que c'est ça qu'ils disent. Si un journaliste vous interviewe. Écoutez, aujourd'hui je pense qu'il y a 2 choses. Je fais tâche. Alors il faut savoir que je suis médecin et je vais dire j'étais peut-être même encore maintenant bien vu dans l'hôpital à tous les niveaux, aussi bien par rapport aux médecins, infirmières, kinés. Ils ont estimé peut-être que j'aurais une influence, même malgré moi, puisque, encore une fois, je répète, j'ai jamais parlé de ça sur mon lieu de travail. Donc il y avait, je crois, la volonté de faire un exemple aussi, parce qu'il n'y a pas que moi qui s'exprimait, peut-être pas de la même façon, mais sur la politique de gestion déjà de l'hôpital, pas seulement en Belgique, mais de l'hôpital par rapport au Covid.
Donc je pense qu'ils ont voulu faire un exemple. Ils avaient peur également, peut-être particulièrement de moi, parce que ma méthode les dérangeait, puisque j'étais irréprochable, je respectais les règles, je les critiquais, et d'une façon finalement légale, et sans jamais les citer dans mes articles. J'ai jamais dit le GHDC fait ci ou fait ça, jamais, en plus. Ni même dans mes posts Facebook. Et enfin, donc exemple, stratégie du choc. J'ai vraiment vu des confrères presque plus choqués que moi. De votre renvoi ? Oui, mais comme non, ils se sont dit on peut faire ça. Enfin, et moi-même, sur le plan du droit, je pense pas. Ça veut dire qu'ils sont capables de tout. Donc ça, et ce directeur médical, il est capable d'avoir fait ça pour terroriser vraiment tout le reste. Alors quand vous parlez de île, vous pensez que ces grands hôpitaux gérés par des banquiers, entre guillemets, des hommes d'affaires, est-ce que vous pensez qu'ils ont des contacts avec d'autres grands hôpitaux, des multinationales pharmaceutiques, et qu'à un moment donné, ils se disent il y a des coups de fil qui se passent, et à un moment donné, là, le sacré, il commence à déranger ? Je pense. Je pense, effectivement, et c'était clairement le cas. J'ai vu ça d'ailleurs au niveau d'autres docteurs, professeur Gala, qui également a dû se rétracter à Saint-Luc. Enfin, ils se sont distanciés de lui, ils ne l'ont pas licencié là-bas, mais enfin quand même. Qui semble être interdit de parler aux journalistes actuellement. Exactement. Et d'autres, peut-être plus médiatisés en France. Raoult, Perron, qui a été Raoult, qui attaque par l'ordre des médecins, voilà. et Perron qui a notamment été renvoyé de la présidence de la maladie de Lyme. Voilà, on a l'impression vraiment de quelque chose d'international qui a été organisé, c'est pas improvisé. Et d'anticiper tout ce qui est dissidence, de vraiment frapper dessus. Et d'aller vraiment jusqu'au bout. Il n'y a plus vraiment de limite de droit, bien que... Et pourquoi ? Parce que vous cassez un cheminement. On a l'impression, on en parlera, qu'ils veulent vraiment arriver à la vaccination, au consensus, et que tout le monde donc l'accepte. Est-ce que vous pensez que quand il y a des voix justement discordantes, ça fait tâche Bien sûr. Et surtout, je crois que c'est ça qui leur fait peur, quand ce sont des voix par ailleurs crédibles, qui, soit moi par mon métier, évidemment, difficile de me discréditer dès le moment où je parle des soins intensifs, que je me remets dans le contexte, par exemple, la saturation dans le service de soins intensifs. Quand je m'exprime là-dessus, ça a du poids. Si le docteur Raoult, professeur Raoult s'exprime sur l'hydroxychloroquine ou la gestion d'une pandémie, il a du poids. Donc je crois que c'est ça aussi qui a amené vraiment de la répression, c'est sur moi et d'autres, c'est que ça leur fait deux fois plus peur, parce qu'on peut amener à convaincre des gens, à ramener des gens dans le bon sens. Vous êtes crédible, quoi. Ben voilà, par la crédibilité, associée au fait que derrière ça, il y a vraiment que la volonté de dire la vérité. Moi, tout était basé sur des lectures, des sources qui sont données, d'autres articles, d'autres médecins, tout le temps. Donc, vous avez parlé notamment, les deux points importants, c'est la gestion libérale des hôpitaux et le fait, si je ne me trompe pas, que la saturation actuelle est surtout due à ce qu'on a fait, donc aux coupes drastiques dans les budgets, et que sans ça, en fait, on n'aurait rien du tout, il n'y aurait pas de problème. Et le deuxième point, on va parler des deux, c'est les tests PCR qui sont... exactement. Qui faussent totalement la perception de la réalité. En fait, au niveau de la gestion, des capacités de gestion, il faut savoir que, c'est en France et en Belgique, c'est documenté. D'année en année, on diminue, on réduit ces capacités. Mais moi, j'insiste encore plus, davantage, sur le personnel qualifié, en fait. Parce que c'est pas tout d'avoir des lits. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait, c'est la seule chose qu'ils ont su faire, c'est assez rapidement augmenter le nombre de lits. Mais il faut surtout des gens, la qualité, la sécurité, elle va venir si on met des gens qualifiés. Or, ils ont coupé dans les effectifs, donc aussi bien réduit les personnels infirmiers, c'est surtout ça, hein. Plus encore que les docteurs, c'est le personnel infirmier qui est pourtant le cœur d'un hôpital. Vous savez, il y a des études d'ailleurs en Australie là-dessus. Prenez un hôpital, vous enlevez les docteurs pendant une semaine, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de mort, mais c'est vrai. Vous enlevez les infirmières, en 12 heures, il y a des morts, il y a des problèmes. Ah oui. Et donc, on voit qu'ils ont non seulement réduit les effectifs infirmiers,
Et ça, je peux vous le dire, voilà, dans les 17 ans que j'ai fait, j'ai vu d'année en année une dévalorisation des infirmières. D'où la réquisition actuelle aussi. Oui, ils traitent vraiment, et je pèse mes mots, le personnel d'un hôpital infirmier comme du bétail. Et là, on revient probablement sur gestion d'une entreprise privée. Pour moi, c'est honteux, traiter des êtres humains comme du bétail, mais dans un hôpital, c'est encore plus grave parce que c'est pas les machines qui soignent. C'est pas ces gens dans ces bureaux qui font un travail, d'accord, mais à nouveau, s'ils venaient plus pendant un mois, on verrait pas la différence au niveau des soins. Par contre, les infirmiers, donc il y a à la fois une réduction en nombre, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a eu aussi une marchandisation, je sais pas comment le terme, comment dire, une robotisation, vraiment, de traiter les gens comme des numéros. Vous savez, les directions infirmières, en tout cas au GHDC, mais je pense que c'est dans toutes ces grosses boîtes, ils gèrent des tableaux Excel. Vous voyez, des tableaux Excel où il y a des chiffres, c'est tout ce qui compte. Et les gens qui correspondent à ces chiffres, qui sont vraiment dans le service, qu'ils soient heureux, qu'ils soient malheureux, qu'ils soient en dépression, qu'ils soient en burn-out, qu'ils soient qualifiés ou pas qualifiés. C'est pas important. Non, c'est pas rentable. De toute façon, une infirmière qui s'assied à côté du patient, c'est pas rentable. Il faut vite qu'elle sorte pour vite qu'elle passe au suivant et ainsi de suite. Et en réanimation, si on fait ça, on tient pas à 2 ans, si on fait ça. On a besoin, c'est déjà plein de machines. Les infirmières, elles se nourrissent plutôt quand elles ont un peu de temps. Avant de passer à la critique des tests PCR, est-ce que vous pensez aussi que, nous on a notre idée, mais est-ce que vous pensez aussi que c'est un peu comme ça partout, ce que vous décrivez, ce fonctionnement où ils réifient les gens, ils en font des objets. Exactement. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça dans l'enseignement, dans certains médias Je crois que ça dépend quand même des humains, parce qu'il y a des gens qui essaient de faire passer ça sur c'est l'évolution, c'est rien y faire, je suis pas d'accord du tout. Et d'ailleurs, un hôpital pour être très rentable, moi je veux bien me mettre autour de la table avec ce genre de gestionnaire. Moi j'ai pas fait d'études de management, de gestion, mais je suis ouvert à tout et prêt à apprendre. Mais je suis sûr que si c'est que ça qui les tracasse, ces gestionnaires, il faut être rentable, il faut être concurrentiel, compétitif. On pourrait l'être en étant humain également. Et moi j'ai vraiment l'intime conviction qu'on serait encore plus compétitif justement. Ça a été essayé dans des sociétés japonaises, là, bon, je ne sais plus laquelle, mais on a montré qu'en valorisant parfois les gens, ils n'ont pas besoin de grand chose, même pas plus d'argent, mais vous avez bien travaillé, votre travail est essentiel. Ils ont besoin d'entendre ça et ça va mieux. Donc c'est important pour moi de dire ça parce qu'il y a des gens qui ont tendance à dire oui mais c'est normal, c'est pas faire autrement. Pas du tout, je suis pas d'accord du tout. Ensuite il y a des nuances. Il y a des hôpitaux par exemple, mais souvent il n'y a pas de secret parce qu'ils sont plus petits, qui arrivent à garder ça. Mais comme vous dites, je pense que c'est dans tout. L'éducation, la médecine, l'éducation, on voit ça dans tout. Les services publics. J'ai vraiment cette impression, moi, dans tous les services publics, on traite les gens comme des machines, rentables ou pas rentables. Voilà. Quelles étaient alors vos critiques par rapport aux tests PCR qui sont utilisés quotidiennement pour nous dire le nombre de cas? Là, on touche à l'histoire Covid, à la fiction Covid, dans la mesure où toute maladie nécessite un test diagnostique, mais en médecine, en général, les tests peuvent nous induire en erreur ou être insuffisants, et alors on les laisse tomber. On revient toujours aux patients, on revient toujours à la clinique en médecine, parce que c'est pas une science comme certains essayent de le faire passer. Et ce test, il est bourré de faiblesses potentielles. Et moi, il y a quelque chose qui m'a choqué tout de suite, c'est l'absence de transparence. Nous, on a en réanimation, on est l'endroit d'un hôpital où il y a le plus de machines. On a des machines pour tout, hein. Le cœur, le poumon, le rein, le foie, le pancréas. Il y a des monitorings en permanence, mais si on ne les calibre pas, si on ne connaît pas l'échelle, on mesure par exemple la pression artérielle. Mais si vous ne faites pas attention à l'échelle, ça peut vous donner des chiffres aberrants, qui ne correspondent pas à la réalité. Donc on fait hyper attention à ça, à recalibrer les machines. On met des gens sur respirateur, on va les calibrer, sinon ils peuvent faire n'importe quoi. Et on a l'impression qu'avec ce test, ça vient des virologues,
il serait parfait et voilà, on est positif, on est négatif, pas du tout. Il faut faire attention aux amorces. Donc les gens ne savent pas ça, mais c'est pas un test qui met en évidence du virus, hein. C'est vraiment un test qui met indirectement, enfin fait penser qu'il y a du virus parce que il va mettre en évidence des séquences spécifiques de ce virus. Même ça, pour que ce soit vrai, il faut vraiment être sûr de ces amorces. Et en général, pour augmenter les chances que ce soit vrai, on va utiliser 3 amorces différentes. On sait que des laboratoires se sont contentés d'une amorce, par exemple. Mais de toute façon, il y a un manque de transparence énorme. En plus, on sait que le virus mute. Est-ce que les amorces sont réadaptées, hein? Si vous prenez Raoult, il dit bien, il explique bien, mais il n'y a pas que lui. Mais tous les virus mutent, mais particulièrement les coronavirus. Donc, est-ce que ça est fait? Et enfin, il y a ce fameux seuil de sensibilité, mais ça, c'est tous les tests, c'est tous les examens. C'est vraiment la bonne calibration qui va rendre cet examen fiable. Mais en médecine, et c'est là où je ne comprends pas mes collègues, parce que ils sont tous intelligents. Là, il y a vraiment quelque chose que je n'ai pas compris. Je les ai interpellés d'ailleurs. Hein. Ils n'essayent même pas de savoir le seuil de sensibilité. Alors que pour tout le reste, c'est des choses qu'ils ne vont pas laisser passer. Hein. Donc pour préciser, ça veut dire qu'on va pouvoir percevoir chez le sujet... c'est ça qui veut dire... un fragment d'ARN viral qui date d'il y a mais en quantité... En fait, on les multiplie jusqu'à vraiment estimer que le test est positif. Pour une métaphore, c'est comme si on zoomait sur quelque chose pour voir quelque... C'est ça. Voilà. Plus il y a de particules du virus, c'est déjà donc une première approximation. Hein. Mais on sous-entend, plus il y a de virus, on n'en sait rien. Mais en tout cas, plus il y a de particules de virus, plus on risque d'être malade et contagieux, ça, c'est logique. Et ça, c'est un seuil bas. Plus le seuil est bas au moment où le test va dire « Ah, c'est positif », plus on a eu un cycle d'amplification, donc un test de sensibilité bas, plus ça veut effectivement dire, s'il y a une clinique, si le patient tousse, si la personne est malade, se sent pas bien, que c'est bien ça et que c'est bien un Covid. Plus il faut monter les cycles, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup de séquences de gènes. Et il y a un moment où ça ne sert plus à rien. Et ce seuil, c'est 30, hein, certains disent 25 même. Quand vous savez que dans les laboratoires, enfin, on ne sait pas, mais moi j'ai dû chercher. Ils poussent jusqu'à 40, 50, c'est aberrant. Donc les fils info quotidiens, quand ils parlent de cas, c'est du mensonge. En tout cas, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire, il faut remettre ça dans le contexte clinique, déjà. Ensuite, si on dit que c'est par rapport à un test, oui, mais ce test utilise-t-il toujours bien 3 amorces différentes? Et quel est le seuil de sensibilité que vous avez choisi? Un médecin qui reçoit un patient pour dire qu'il a le diabète, il va faire une glycémie, hein, il va faire une glycémie et il va poser la question au patient, êtes-vous à jeun? Parce que s'il n'est pas à jeun, il faut recommencer. Enfin, il y a toute une série de choses qui vont dire qu'il ne va pas se contenter d'avoir la glycémie pour dire à la personne, vous avez le diabète, c'est quand même grave. Il va demander, est-ce que vous êtes à jeun? Et souvent, on le refait au moins une deuxième fois. Et on regarde si on est dans un range. On a l'impression qu'avec ce test, les médecins reçoivent le résultat, positif ou négatif, et ils ne font pas attention à tout le reste. Qui peut le fausser, quoi. Pascal Sacré, j'ai l'impression qu'on pourrait expliquer ça un peu plus facilement à des enfants de 3e primaire et qu'ils le comprendraient. Ouais. Là, on est en contact avec des professionnels, des médecins, des gens, des adultes. J'ai expliqué ça à mes enfants. Ils sont un peu plus grands, mais 15 et 19 ans, ils ont tout à fait compris. C'est évident. Ils vous ont pas envoyé? Non, au contraire. Oui. Et c'est là que il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas, parce que mes collègues sont pas corrompus, j'en suis sûr. Par rapport à... Il y a des gens corrompus, hein, à un haut niveau. Les conflits d'intérêts, ils sont documentés, hein, dans les virologues qui conseillent le gouvernement. Mais il faut savoir que si on prend la masse des médecins, je vais dire, hein, on a des milliers dans le pays, c'est pas de la corruption, ils sont très intelligents, ils savent tout ça. Et je ne sais pas pourquoi. Ici, ils sont emmenés dans une... Alors, il y a pas mal d'études psychosociales qui ont montré la soumission au conformisme. Je pense que c'est ça. Il y a des choses comme ça. Il y a la soumission à l'autorité, le grégaire, le conformisme. Voilà, conformisme.
La peur de perdre son emploi. Voilà. Vous avez joué le Exactement. rôle d'exemple. Mais même en me connaissant, m'appréciant, ça n'a pas suffi à les réveiller, enfin, en tout cas jusqu'à présent. Il y a là vraiment une espèce de... Je suis dans la tête dans le guidon, je fais ma routine, je fais ce que j'ai l'habitude de faire, et on a presque l'impression, surtout je ne lève pas la tête parce que je vais devoir alors me remettre en question. L'omerta est immense, hein. Voilà. On le savait, mais là, avec l'épisode Covid, Mais il y a la peur aussi, quand on vous dit, pour moi ils devront répondre de ça, j'espère un jour. Quand on vous dit derrière tout ça, portez un masque, restez chez vous parce que sinon vous pouvez tuer votre grand-père. Hein, je résume évidemment, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui ont peur, ils ne vont plus voir leurs grands-parents parce qu'ils ont peur de lui amener cette maladie, alors que cette maladie ne donne pas d'office une forme grave, hein, déjà. Et qu'en prenant des précautions, mais il y a moyen d'aller les voir. Il faut dire à ces gens, non, le pire, c'est de ne pas aller les voir. C'est ça le pire. Donc on est aussi dans ces gens-là, en utilisant la télévision, leur aura de médecins, d'experts même, puisqu'on le présente comme ça. Donc je parle des virologues, hein, Marius Gilbert, c'est ça. Des gens comme ça, mais tous, hein, Van Ranst, Van Latem, ils ont fait quelque chose de très grave pour moi. Et tout ce qui suit autour d'eux, le gouvernement, de dire cette chose-là. Parce que après, les gens... même en écoutant des médecins comme moi, ils se mettent bien à se dire, ah tiens, mais en attendant, ils ont eu peur. Et cette peur-là, ils ne savent plus la raisonner. Une peur qui réduit l'immunité. On en parlera, mais sachant en plus que ces médecins et ces experts ont, pour certains, de gros conflits d'intérêts, ou en tout cas en ont eu. Ça aussi, on ne peut pas en parler. Mais moi, dans mes articles, d'ailleurs, j'y vais. Hein, arrêtons de parler de conflits d'intérêts qui est une espèce d'enrobage sucré, là. C'est de la corruption. De la corruption, tout à fait. Voilà, moi, je parle de corruption. Bon, d'autres que moi ont enquêté là-dessus, c'est documenté. Voilà, c'est tout. Et ils travaillent pour des firmes pharmaceutiques, ces gens-là. Voilà. Alors, pour parler encore de l'omerta, quand on va sur le site du grand hôpital de Charleroi, quand on va dans le service com, le service de com comme les partis politiques, ou comme le gouvernement de Croo, on lit comme phrase « Le service communication du grand hôpital de Charleroi est en contact perpétuel avec les médias. Il est chargé de fournir une information de qualité, et ce, dans les plus brefs délais aux journalistes qui viennent frapper à sa porte. » Alors moi, j'ai pas frappé à la porte, la dernière fois quand on avait fait un direct, oui, mais j'ai déjà envoyé 3 demandes d'explication à la responsable de com. Donc concernant, j'ai tout simplement demandé pourquoi vous aviez été licencié, quelles étaient les raisons. Donc j'ai envoyé un mail le 1er novembre, le 10 novembre et le 16 novembre. Alors j'ai aucune réponse. Il y a un fort contraste entre la manière dont ils se présentent et qui sont réellement. Mais bien sûr, c'est du pipeau. On l'a vu, vous devez être sur une liste noire comme moi. Mais c'est ça qui révèle mon licenciement. Vous savez, et encore une fois, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours perçu parce qu'on me le renvoyait comme ça. Les qualités qu'il prône, c'est quoi? C'est courage, loyauté, humanité. Bon, peut-être encore une ou deux autres, je sais plus. C'est ce que j'ai toujours essayé de défendre. Et jusqu'au bout, finalement, le courage. Hein. La loyauté, alors qu'il ne la méritait pas, puisque je faisais attention. Moi, un journaliste serait venu me contacter, j'aurais dit non, parce que voilà, je suis pas. Je suis quand même un médecin de cet hôpital, je ne peux pas commencer à le critiquer comme ça, ouvertement, je veux dire. Donc il y avait même une certaine forme de loyauté. Et eux, ils montrent que ces valeurs qu'ils disent défendre, hein, ils mettent ça parfois au plafond, avec des vignettes, vous voyez, des pancartes, des affiches, avec ces mots-là. Mais sachez que la moitié, c'est pas plus, dans l'hôpital, ils vomissent quand ils voient ça, parce qu'ils savent bien que ça ne correspond pas à la réalité. C'est du spectacle. Et ça, probablement, que c'est partout aussi. Donc, on paraît, mais dans les actes et dans les faits, c'est tout le contraire. Ils verrouillent la communication, ils la contrôlent. Et voilà. Et donc, ceux qui disent, c'est faux. Alors, pour continuer un peu dans le spectacle aussi, vous l'avez dit, depuis avril, ils ont annoncé, avant déjà la première vague, ils nous annonçaient la deuxième saison. Et vous dites, ils parlent de la troisième dans la deuxième, ce qui fait quand même penser aux gens qui sont
un peu informés qu'ils pensent qu'il y a un véritable plan, mais ils n'ont rien fait depuis avril. Mais oui. Et ça, j'ai posé la question d'ailleurs, je le dénonce. Et je le fais exprès parce que, en espérant qu'à un moment il y aura rendre des comptes, et ce sera important de voir que des médecins se sont exprimés. On ne les a pas écoutés, on les a. Vous savez, j'ai envoyé, pas seul, hein, avec une association qui s'appelle Initiative Citoyenne, avec un médecin qui s'appelle Eric Biff, un généraliste de Bruxelles. On a envoyé des courriers à Sensano, à Maggie de Bloch, à Sophie Wilmes, notamment par rapport à l'hydroxychloroquine. Donc c'est des médecins, vous imaginez, des médecins de autant d'années de carrière, en plus il se fait sans plainte, sans jamais de problème, qui interpelle un ministre qui dit se réfugier toujours derrière des experts en plus. Donc on peut estimer qu'on est un peu expert aussi de médicaments, un traitant, un médecin généraliste. Pas de réponse, même pas accusé de réception. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce pays quand on voit des aberrations comme ça, qu'on sait de quoi on parle? En plus, moi en ce qui me concerne, c'est notre devoir d'informer les patients. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ces gens-là vous écoutent même pas, ils vous lisent même pas, j'imagine. Et ils continuent sans se retourner, hein. C'est vraiment... Je crois que ce point est capital parce que nous aussi à Kairos on a envoyé pas mal de questions. Voilà. Donc il y a eu des cartes blanches, il y a eu des lettres ouvertes, il y a eu toutes les manières de les... Ils ne répondent jamais. Et ça c'est vraiment... Voilà. C'est énorme en fait. Ils ne répondent jamais et vous confirmez que vous-même quand vous leur dites... Je vous assure, donc j'ai fait ce travail-là aussi et d'autres, j'ai toujours signé par exemple, simplement ça. Des associations se retournaient vers moi, on a besoin d'un docteur. Je lisais, hein, je veux dire sur la vaccination, là il faut faire... C'est encore différent, il faut être prudent. Pas la vaccination anti-Covid, hein, je suis absolument contre ça. Mais dans le sujet de la vaccination, parfois on trouve de tout, il faut faire attention. Mais sur le sujet précis du Covid, soit j'ai fait des lettres moi, ou avec une personne, soit j'ai au moins apporté ma signature. Mais dans tout ce qui a été fait, ça a été méprisé, ignoré. Alors les médias là, commencent à parler de quelque chose dont ils ne parlaient pas avant, alors que c'est sûr ça allait arriver, c'est les effets collatéraux, si on peut dire, c'est encore un euphémisme, des mesures qu'ils ont prises, confinement, le confinement essentiellement, et toujours suivi en général après d'un débat sur la vaccination qui va nous sauver, mais ça aussi c'est une question taboue, la balance coût-bénéfice. Exactement, et en médecine, encore, c'est là où il y a beaucoup de bas qui blessent hein, dans leur politique, mais un des plus importants c'est ça. Effectivement, en médecine, vous savez, il y a un adage qui dit avant tout ne pas nuire quand on a des remèdes, mais quand on se rend compte qu'ils vont tuer, ils vont entraîner plus de problèmes que la maladie, on s'abstient hein, et on attend que ça passe. Ici, le confinement, les conséquences économiques, le chômage, violence intrafamiliale. Retard de soins, j'arrête pas d'entendre des gens qui disent mon rendez-vous de neurologie, mon rendez-vous d'oncologie, il est reporté sine die. Donc, or, et perte de chance énorme. Et pas moi qui le dis, le docteur Fouché en France, il a bien dit ça, mais il le dit à la télé, et malgré ça. Donc c'est évident, des médecins le disent, les médecins s'en plaignent. Bon, il y en a beaucoup qui se taisent parce que, et ça c'est triste, mais parce qu'ils ont peur ou ils attendent que ça passe. Mais c'est une réalité. Et c'est une réalité où effectivement le nombre de décès, le nombre de malades graves sera, mais c'est même pas un peu, c'est énorme, supérieur aux victimes du Covid. Surtout si vous rajoutez à ça que sur le Covid, on peut faire plein de choses qui réduiraient la mortalité de ce Covid. Remettre le médecin généraliste à leur juste place pour qu'il puisse prescrire. C'est du jamais vu hein, dans l'histoire de la médecine, je pense. Qu'un gouvernement, enfin en dehors d'une dictature en Allemagne nazie ou à la chinoise, mais qu'un gouvernement interdise à des médecins généralistes de faire leur métier. C'est quand même diplômés, hein, ils savent ce qu'ils font. Ils ne doivent pas demander Madame, je peux prescrire de l'hydroxychloroquine ici à Sophie Wilmès, c'est qui ça d'ailleurs? C'est pas un médecin. Et donc, on est là. Hein, on n'a rien envie à la Chine. Hein. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte encore. Or ça, c'est des éléments... Voilà, on revient sur ces fameuses valeurs de l'hôpital. Ils se contentent de dire oui, mais en fait, si on regarde les faits, pas du tout. Mais c'est un peu la même chose à l'échelle du pays.
rien que ça, de se dire, bah, finalement les médecins, ils ont toujours fait leur travail, hein. Et s'il y en a un qui fait vraiment des conneries, ben, il y aura une plainte de famille ou il y a alors des médecins. Mais globalement, c'est tous des gens diplômés, ils ont fait des études pour ça. Après, si en âme et conscience, en respectant les contre-indications, un médecin voudrait prescrire le protocole de Didier Raoult, mais il y en a plein d'autres aux États-Unis, mais ils se ressemblent tous, hein, c'est hydroxychloroquine, un antibiotique, ça c'est important, et du zinc. Ben, c'est son droit, normalement. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais en même temps, c'est pas anodin parce que on aurait moins de morts du Covid aujourd'hui grâce à ça, en plus. Donc on met des mesures qui servent à rien, qui traitent rien, qui aggravent la situation et qui vont avoir une mortalité, une morbidité énorme pour soi-disant diminuer la mortalité d'une autre maladie qui est ce qu'elle est, mais qui est quand même beaucoup moindre et qu'on pourrait diminuer avec ça, et pas que, hein, déjà arrêter de faire peur aux gens. Moi j'ai étudié très fort ces sujets-là aussi. L'effet de la peur, c'est l'immunité? Voilà, l'hypnose, moi j'ai étudié à l'université, hein, notamment gestion du stress, etc. C'est une autre de mes spécialités. Depuis 5 ans, je lis énormément là-dessus. C'est prouvé que la peur chronique, donc la peur, c'est ce qui va vous faire bouger, fuir, vous battre. Et ça va, il faut agir. Et puis ça passe. Mais ici, ce qu'ils ont fait depuis mars, en montrant les convois de morts, enfin, j'ai jamais vu ça aussi dans l'histoire. On dirait qu'ils montraient un film gore, là, d'horreur. Mais ils ont réfléchi à l'impact sur les gens, et qu'est-ce que ça apporte de montrer ça de plus? Rien, hein, ni médicalement, ni scientifiquement. Néanmoins, les gens, ils sont maintenus dans la peur depuis le mois de mars. Donc ça, au moins, ça fait 9 mois, 8 mois. C'est horrible ça. Et en plus, on leur dit, vous restez chez vous, vous mettez un masque et vous ne bougez plus. Ben, les deux ensemble, ça avait des vous tombez effets malade. somatiques, évidemment. Ah bah oui. Donc en plus, c'est la meilleure façon d'amplifier l'effet négatif d'une infection virale, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein. En plus, nouvelle, avec un virus qui mute, il n'y avait pas mieux. À croire qu'ils l'ont fait exprès. Il y a même eu des expériences par rapport à ça. Hein. Bien sûr. Pavlov, c'est assez connu, hein, Pavlov. Il n'a pas fait que la salivation, hein, il a fait des expériences sur les chiens, j'approuve pas, mais bon. Au moins, on a des infos. Sur les chiens, Henri Laborie, c'est sur les rats. Ils ont tous montré ça, et pas que lui, pas que. Ils ont tous montré ça. Si, sur un animal, et ça marche sur l'être humain, si vous le terrorisez, ce qu'il va pas faire de maladie, c'est si c'est agir sur, si c'est faire quelque chose, soit de se battre avec un autre chien, et ou un autre sont deux, rat. ils s'entretuent. Oui, mais au moins, ils font quelque chose. Et donc, ils restent en bonne santé. Bon, il y a les blessures peut-être, mais ils restent en bonne santé, ou sortir de la cage, voilà. Mais ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est, on a bien fait peur aux gens, et on leur dit de rester chez eux. Passivité, attendez le vaccin, donc c'est vraiment la folie ça. Alors qu'il y a plein de choses à faire, justement au contraire, enlever ce masque, aller promener dans les bois, il y en a heureusement qu'ils le font, on n'attend pas qu'on leur dise, mais prenez des vitamines, bah oui, prenez des vitamines, serrez vos proches dans vos bras, hein, l'être humain est clairement un être social, ça c'est, enfin on va pas refaire ces études là quand même. En Roumanie on a pris des enfants, encore une fois j'approuve pas, des orphelinats à Bucarest et tout ça, ils meurent hein, si on les prend pas dans nos bras, les enfants. Ils ont oublié ça ou quoi? Ou alors, pour moi c'est à ce niveau décisionnel en plus, c'est gravissime parce qu'ils ont une responsabilité en plus. Hein. Il y a des médecins là-dedans. Enfin voilà, on va loin hein, finalement, mais tout ça est lié. C'est très important. Et oui, je pense que c'est très important. On a aussi du mal, en tout cas moi j'ai du mal à croire qu'on serait tout à coup face à un état sauveur, alors qu'il a encouragé la malbouffe, les transports polluants, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, la privatisation progressive des services publics. Mais tout d'un coup, et les gens y croient, et ça c'est aussi dû au spectacle médiatique, mais tout d'un coup là, il aime les gens, il veut qu'ils soient égaux, il veut qu'il n'y ait plus de misère, il veut qu'ils soient sauvés, alors qu'en fin de compte, la pollution atmosphérique tue des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes dans le monde par an. On revient sur les valeurs de l'hôpital. On est dans un monde où on dit des choses, mais qui sont l'inverse de ce qu'on fait, en fait. Pour beaucoup de ces milieux-là, bien sûr que non, mais il y a même pas aller si loin. Hein. Au niveau médical et médicamenteux, il y a des scandales
quand même qui ont été médiatisés. Mediator, la dépakine chez les femmes enceintes, Vioxx. Remdesivir peut-être maintenant aussi. Et la L-thyroxine. Et là, à chaque fois, et c'est là où les gens, c'est le déni en fait. Et là, on revient à une autre caractéristique psychologique de l'être humain, qui est face souvent à quelque chose qui le mettrait en zone d'inconfort, parce qu'il faut soit réagir, soit accepter. Il nie, il les dénie, mais toutes ces affaires sont là, montrent bien que le gouvernement, en tout cas dans les pays occidentaux, France, Belgique, ne nous veulent pas du bien, puisque chaque fois, ils ont fait traîner les procédures en justice qui impliquaient des firmes pharmaceutiques, des actionnaires de firmes pharmaceutiques. Encore une fois, dans les firmes pharmaceutiques, il y a des tas de gens bien qui travaillent, qui essaient de changer le monde, ils croient dans les vaccins. Mais moi, je parle des gens au-dessus qui, eux, ne veulent que de l'argent. C'est important de dire que les gouvernements ne nous veulent peut-être pas du bien. Mais en tout cas, avec ce qu'on voit maintenant. Moi, je vais vous dire, ils nous veulent du mal. Enfin, alors, sous couvert d'argent et d'autres peut-être. Je crois que c'est plus haut encore pour moi. La façon, la coordonnée comme ils ont réagi, c'est qu'ils obéissent à des ordres qui viennent d'en haut, au niveau des gouvernements. Il y a les Sing-Song, on voit que la France, la Belgique attend ce que la France va faire, le Canada, Trudeau et tout ça, c'est pas possible. Tous ces gens-là ont d'abord été briefés. On sait, là encore c'est documenté, hein, et j'ai écrit des articles là-dessus aussi d'ailleurs, mais en me basant sur des auteurs trop peu connus, hein, mais Anthony C. Sutton, des gens comme ça. On sait, Alexander De Croo, enfin des gens comme ça, ils sont formés au même endroit. Ils sont donc formatés pour ensuite être mis dans des niveaux de pouvoir dans leur propre pays. Et pourquoi ? Pour en arriver à un jour comme aujourd'hui où il y a eu une espèce de « et les gars, on y va maintenant, c'est en 2020 ». Cette fameuse opération, je pense, pour réduire la population, arriver dans un univers d'intelligence artificielle où on pourra contrôler la monnaie numérique. Parce que derrière cette vaccination, il y a tout d'autres choses, la 5G, ils sont en train d'installer. Des choses étranges. Bien sûr, et on ne peut pas en parler. C'est qu'il y a justement alors derrière, si vous mettez 5G, Covid, paf, vous êtes tout de suite censuré. C'est en même temps une preuve indirecte pour moi. Parfois on n'a pas les preuves, mais dans une affaire criminelle, parfois on va trouver des preuves par voie indirecte. Là c'est clairement... En tout cas on peut parler de rien, ça c'est très étrange. Vous pouvez vous montrer à poil, pas montrer des choses horribles, mais si, par contre bêtement, et même en plus d'une façon très innocente, en posant des questions, tac, donc c'est qu'il y a quelque chose. Ça peut être que la raison. Mais pour revenir à cette coordination, je pense qu'au niveau des gouvernements, ils ne sont pas là par hasard, ils ont été choisis. Reprendre Van den Broek qui traîne des casseroles de corruption, justement, et de réduction du nombre de lits et de soignants. On reprend ce gars-là. Macron chez Rothschild. Mais oui. Donc, mais il y a plus haut, et là il faut aller. C'est assez connu, c'est même pas caché, Bilderberg et tout ça, Davos. Dermine qui est à la trilatérale, et d'autres du gouvernement. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Il y a beaucoup qui des gens qui ont dénoncé ça, parfois au péril de leur vie, ou parce que ils avaient fini, ils étaient retraités, ils s'en foutaient. Mais clairement, ces choses-là existent, et c'est là que ça se passe. Ouais. On va pas faire abstraction, nous ici, de la question de la vaccination. Non, bien sûr. Donc ça serait bien d'en dire un petit mot, parce que je vous ai entendu dire pendant l'interview que vous y étiez tout à fait opposé. Tout à fait opposé. Un petit mot là-dessus. Vous savez, vous vous souvenez de 2009, H1N1 ? Ouais. Pour moi, H1N1 est une répétition d'aujourd'hui. Et déjà, le H1N1, moi, je m'avais dit, c'est une arnaque, faites attention. Donc, j'ai évidemment pas tombé dans le piège, mais voilà, c'est là d'ailleurs que j'ai commencé à écrire, pour essayer de réveiller les gens. Et ça a été un flop, parce que le virus qu'ils ont choisi, le virus de la grippe, ils peuvent y aller. Enfin, ça pourrait, mais là, ils ont pris les leçons. Et en 11 ans, c'était en 2009, en 11 ans, ils ont encore plus cadenassé les médias. Enfin, ils ont vraiment préparé le plan. Il y a un papier de Rockefeller Institute qui parle du lockdown, et qui est publié en 2012. Comme ça. Si vous le lisez, vous avez ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ils ont peaufiné leur plan, ils ont pris un autre virus. Voilà, certains disent qu'il vient de l'Institut Pasteur.
Il a été amené au sait pas, en laboratoire tout cas. P4. Voilà. J'ai envie de dire, ça, il y a beaucoup qui s'excitent là-dessus, mais on s'en fout parce que quelque part, que ça va changer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un plan, oui. Et que ce plan amène, comme pour le H1N1, à convaincre les gens de prendre un vaccin inutile, qui en plus va être très dangereux. Super dangereux. Et c'est très vicieux parce que, comme c'est flou, hein, vous avez déjà vu le tableau symptomatique du Covid. Comment on fait le diagnostic d'un Covid pour un médecin? En fait, vous pouvez tout mettre. Hein. Si on tousse, même si on a de la diarrhée, en fait, toute infection virale, ou même dépression, quand vous n'êtes pas bien parce que vous êtes un peu fatigué, vous avez un peu de diarrhée, un peu de myalgie, un peu de fatigue, paf, Covid. Ah oui, ils ont bien fait ça. Hein. Enfin, encore une fois, vous pourriez penser que je suis complotiste ou ce genre de choses. À ce niveau-là, il faut avoir planifié, c'est pas possible. Mais là aussi, c'est prendre un tableau aussi vague, on retrouve finalement tout, c'est pour être sûr qu'on y mette tout. Alors qu'il y a des tas de choses qui peuvent vous faire avoir un peu de diarrhée. Mais j'entends les gens super intelligents, ils ont peur, hein. Oh merde, j'ai eu un peu de diarrhée, j'ai le Covid. C'est vraiment... Et ça amène alors évidemment à... Mais ça va être vicieux parce que ce vaccin va rendre malade les gens. Ça c'est sûr. Déjà tout vaccin comporte un certain nombre d'effets secondaires. Ouais, il faut savoir en... qu'ils ont passé des lois, c'est pas nouveau, enfin ils ont encore fait ça pour celui-ci. Toutes les firmes pharmaceutiques seront exemptées de poursuites. Ils sont en train de faire un truc dans l'urgence. Il faut savoir que pour le SRAS de 2003, on n'a toujours pas de vaccin. On n'a jamais, encore une fois, l'histoire de la médecine, réussi à fabriquer un vaccin anti-coronavirus. Jamais. Là, ils vont faire un truc en quelques mois, où les firmes seront exemptées de toute poursuite judiciaire. Tout ça est factuel, hein, je précise. Ah oui, bien sûr. Hein, ouais. on peut fournir les faits. Mais si on est dans un tableau aussi vague, où finalement les gens tombent malades, on va dire que c'est le Covid, une troisième vague, une quatrième vague, revaccinez-vous surtout. On peut faire ça. Les gens y verront du feu. Donc vous voyez le machiavélisme qu'il pourrait y avoir là derrière, de dire les gens ne sauront plus si c'est le vaccin ou si c'est une quatrième, cinquième, sixième vague. Enfin, moi d'ailleurs je ne crois pas à ça, à des vagues. Je crois toute infection virale évolue comme ça, mais moi je crois à une deuxième première vague avec un autre virus ici, parce qu'il a pu muter, et certains, et de façon très intelligente, incriminent le port du masque, que ça a pu favoriser cette mutation du virus pour qu'il devienne plus contagieux, et qui recrée une vague. Donc c'est pas une deuxième vague en fait. C'est Covid-20, on va l'appeler à l'issue. Et il y aura le 21 à force si on continue comme ça. Mais en plus, ils vont amener un vaccin, c'est pas possible. Donc déjà, il faudra l'appeler autrement. Et ça va être, comme pour tout vaccin, on saura pas ce qu'il y a dedans, parce que ce qui est dangereux, surtout dans les vaccins, c'est les adjuvants aussi. Pour augmenter la réaction immunitaire, ils mettent des adjuvants. Fabriqués par GSK notamment? Oui, mais vous pouvez les mettre tous dans le même panier. Et c'est ça qui, mais ça peut entraîner la mort, mais des maladies aussi gravissimes. Hein. Le H1N1, plusieurs milliers d'enfants ont une maladie qui s'appelle la narcolepsie. Et ça s'ajoute à ça des spasmes musculaires, c'est horrible. Hein. Et c'est dit aux adjuvants, il n'y en a plus. Il y a le mercure, bien sûr. Aluminium, squalène. C'est une horreur, quoi, en fait. Et ici, ils ne vont pas parler de ça. Hein. Ils ne vont pas parler de ça. Voilà, donc c'est... Là, autant en H1N1, je restais prudent parce que finalement, moi je dis toujours, voilà, lisez mes articles ou allez lire ces sources-là. Parce que j'aime bien que les gens se fassent leur propre opinion, c'est toujours plus puissant que de leur dire, moi, de mon autorité. Alors c'est faire comme eux, finalement. Ne vous vaccinez pas. Mais ici, il faut le faire, il faut leur dire de ne pas vacciner. Chaque fois que je peux, je le dis. Vous conseillez toutefois d'éteindre la télé? Oui, bien sûr. Ça, c'est la première chose à faire. Moi, je l'ai éteinte en mars. Enfin, j'ai pas éteint, j'ai arrêté, j'ai pas la télédistribution, donc je regarde la télé avec une clé USB, ou j'ai un Apple TV, donc je vais regarder des films ou des séries avec mes enfants, mais je n'ai plus vu d'infos en tant que tel, quand ça a commencé. Vous n'avez pas idée comme je me sens bien. Et quand je veux, de toute façon,
Et alors, on me dit parfois, maintenant, il va falloir avoir une assignation sur soi pour se déplacer. J'entends ça. Comment est-ce que les gens ne se disent pas, on est en 39 ici ou quoi? Mais ça ne m'étonne pas. Je reste quand même un peu au courant de ce qui se passe, mais en même temps, je ne veux pas savoir. C'est tellement. Je ne sais pas si on peut recevoir une personne, deux personnes, ça change tout le temps. Voilà. Et ça, les gens devraient le faire. Ça aussi, je le dis aux gens, d'arrêter de regarder la télé. Ils resteront informés. On reste. Mais c'est la première chose qui va libérer les gens, la peur. Du coup, leur cerveau va se remettre à réfléchir. Moi, je crois que c'est ça qui se passe pour beaucoup de gens. Bon, il y en a, ils sont irrécupérables, mais il y a une majorité de gens. La peur a la propriété d'arrêter, de paralyser, de sidérer les fonctions d'esprit critique et de réflexion. Ben oui. C'est normal, parce que la peur, encore une fois, c'est très bien. Ça vous signale un danger. Et là, il ne faut pas commencer à réfléchir à sa liste de courses, quoi. Si vous voulez survivre, oui, une voiture qui vous fonce dessus, va dire ici, ou même, peu importe, un truc, un bruit dans la maison qui n'est pas familier, à ce moment-là, il faut être dans cet état où il ne faut pas réfléchir. Et là, on a des très bons réflexes, mais c'est archi mauvais, évidemment, dans tout le reste, pour prendre une bonne décision. Est-ce que je dois me vacciner ou pas? Qu'est-ce qu'il y a dans ce vaccin? Est-ce que le confinement, ça a du sens? Alors qu'au fond d'eux, tout le monde sait que non. Porter un masque tout le temps, ils ont même essayé d'en faire porter à des enfants de 6 ans à Courcelles, en Charleroi, heureusement. Ils ont été arrêtés. Mais il faudrait que les gens puissent se réfléchir, et là tout de suite, je suis sûr. Mais pour ça, il faut arrêter d'avoir peur. Mais c'est intéressant parce que la peur, en fait, met tout le monde sur le même chemin, puisqu'on disait que les gouvernements ne répondent pas, les institutions ne répondent pas. Voilà. La peur fait que les gens ne répondent pas ou ne se questionnent pas, et tout le monde est en ligne droite. Et je suis un peu isolé par rapport à ça, mais par exemple au film Hold Up, que je trouve génial, mais moi je ramène toujours à dire attention, il y a une grande peur, il faut la prendre en charge. Et ça me ramène à l'hypnose. Mais il n'y a pas que. Si on ne fait pas ça, vous savez, la peur, elle va mettre comme une coquille autour imperméable. Donc il faut d'abord aborder cette peur. Alors, il y en a qui le font, qui réexpliquent. C'est que c'est le Covid. Mais on est quand même encore dans le rationnel, donc il faudrait trouver le moyen de... Ben on espère qu'avec cette vidéo, les gens vont pouvoir... Oui, et ça commence parce que ma femme qui est infirmière, une fois elle est rentrée, elle a dit, voilà, j'ai mes collègues, ils ont appris à la limite, ils ne savaient même pas qu'elle était ma femme, j'étais son mari. Mais ils l'ont appris maintenant, du coup ils vont voir mes vidéos, ils commencent à douter. Ils commencent à douter parce que, ah oui, ton mari il est censé, mais on n'arrive pas quand même encore parce que ce qu'ils disent là-bas au gouvernement, ça a l'air censé aussi. Mais ils commencent à cheminer évidemment, parce qu'il y a une autre... En plus, j'ai vu que vous dites dans une vidéo que vous avez une personnalité plutôt conformiste à la base. Qu'est-ce que vous conseillez alors à plein de gens qui nous regardent, qui sont plus conformistes que vous, pour que ça bouge, pour qu'ils fassent quelque chose Si on peut donner un conseil, en dehors de couper la télé, informez-vous. Voilà, c'est d'abord se réveiller, entre guillemets, de vraiment... comment ? Ça, c'est vraiment un travail personnel, je pense, de travailler cette peur. Et ça, c'est en écoutant les vidéos alternatives qui vont amener plus de nuances, plus de réflexion. Mais c'est aussi, c'est pas que bon pour le système immunitaire, en se rebranchant au réel. Louis Fouché dit beaucoup ça, mais le Socre dit ça, c'est vrai, il a raison. Dès que vous vous rebranchez au réel, qui n'est pas la télé, finalement, même indépendamment de ce qu'ils font, finalement la télé c'est une émission de télé-réalité, c'est toujours... Donc, et se rebrancher au réel, c'est parler, comme on fait ici, c'est se parler, aller voir son voisin, commencer à parler, c'est marcher, c'est aller dans la rue ou idéalement dans un bois, et c'est commencer à refaire des choses. Le cerveau va se réveiller. Et dans un second temps, ça va aller, il va comprendre, alors il va discerner le vrai du faux. Parce qu'on est quand même bien fait en général. Sauf les irrécupérables qui sont nourris de hamburgers et que, quoique, j'ai rien contre ça, mais ou de Netflix ou de, je sais plus, les anges à Los Angeles, là, ce genre d'émission où on sort de là. C'est pas là évidemment qu'on va s'éveiller. Mais ouais, c'est pousser les gens, leur dire voilà, comme dit Louis Fouché, il faut qu'on soit 5, 10, 15, 20, 100 à le dire.
rebranchez-vous au réel, allez toucher un peu les choses, allez retrouver vos parents. Voilà, c'était à 2 mètres si vous voulez, mais et petit à petit ça va les amener à revenir là-dedans. Je crois que nous, quand je dis nous, c'est des gens comme Péronne et tout ça, on doit continuer parce qu'on offre vraiment une alternative. Et quoi d'autre Désobéir. Oui, désobéir absolument, mais pour ça il faut couper la télé, il faut commencer à se rapprocher au réel, on récupère de la force, on récupère du courage, et puis du bon sens, donc ça devient plus facile. C'est pas désobéir donc pour désobéir, on commence à vraiment retrouver du courage et à se dire, c'est comme la photo du gars qui fait pas le salut nazi, dans un groupe de gens qui le font tous, et il est là lui. Et c'est peut-être un gars conformiste, j'en reviens à ce que je suis de base, parce que moi, j'ai aussi envie de croire que la société, il y a des défauts, mais que globalement elle est gentille. Et qu'il y a du bon, finalement, on vit de nature, je suis comme ça. C'est juste que le jour où on comprend que non, c'est pas comme ça, là on peut plus faire comme si. Et c'est le gars qui reste comme ça, alors qu'il faut le faire, il faut avoir quand même du courage pour faire ça. Donc, ouais, il faut commencer à... Mais on va faire ça si on se rebranche au réel, si on commence à finalement... Parce que la peur, c'est incompatible avec l'action. Vous voyez ? Quand on a peur, c'est très rapide. On va fuir ou se battre, c'est une action, mais pour résoudre ce problème. Ou faire le mort, attendre que ça passe, il y a plusieurs réactions. Mais je vais dire, très vite après, on repart dans notre quotidien. La peur qui se prolonge, justement. Donc, un antidote, c'est de refaire des choses, c'est agir. C'est aller dans son jardin, commencer à couper du bois, c'est aller promener son chien, et vraiment ça. Alors la peur disparaît. C'est automatique. Il faut dire ça aux gens. Et il faut que des médecins, j'espère que, voilà, à un moment, ça arrive, vous savez, demain je suis invité dans un club de généralistes, où ils sont une dizaine, et j'ai déjà eu un contact par mail, ils se réveillent, vraiment. Mais il faut que des médecins viennent en antithèse de ces médecins qui disent, voilà, si à un moment donné, il y a d'autres médecins, pas seulement 3 ou 4 comme aujourd'hui, mais vraiment un peu plus, et de tout métier, généraliste, spécialiste, commencent à dire la même chose, pas vaccin, en tout cas il y a des tas de choses à faire avant de se vacciner, éventuellement. Ces gens-là qui auront commencé à se réveiller, à se brancher au réel, ils vont basculer. Ouais. Merci, Pascal Sacré. Voilà.